Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pour la première fois à Nantes, et sur le thème « Recréer la mode », les Fashion Green Days ont permis de décrypter les impacts et enjeux de la filière, de mettre en avant la richesse textile locale et d'imaginer et de comprendre la mode durable, circulaire et désirable de demain. Une édition co-organisée avec Nantes Saint-Nazaire Développement et la Samoa, ainsi qu'en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire. Bonne écoute. Bienvenue à cette table ronde sur la mode circulaire et solidaire. Sont présents à cette table ronde, on est nombreux, on est 5. À ma droite, vous avez Aline Duvivier de la structure Patmouille. Ensuite, tout à ma gauche, Ludovic Manceau de chez Elie Erdre-et-Loire Initiative. Ensuite, on a Agathe Violin de la Troquerie. Et puis l'équipe de la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Ma collègue ici, Florence Krovicki, qui travaille sur les filières circulaires. Et puis moi-même, qui suis en charge de l'accompagnement et des formations. J'ai la lourde tâche de vous faire une introduction. On va essayer de faire ça court parce que ce n'est pas le vif du sujet. Comment on fait pour passer les... Voilà. Qu'est-ce que la CRES ? C'est à 50 mètres d'ici, c'est vraiment pas très loin. Donc la chambre, et non pas la caisse, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Une structure avec une quinzaine de salariés, 69 adhérents sur les Pays de la Loire. On est une structure de représentation de l'ensemble des acteurs et structures de l'ESS sur le périmètre Pays de la Loire, avec une reconnaissance d'utilité publique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, la CRES porte comme vertueux le modèle d'entrepreneuriat, quelle que soit sa forme juridique, dans un modèle d'économie sociale et solidaire, et va donc avoir une action d'intérêt général pour promouvoir, défendre et accompagner les acteurs qui œuvrent dans ce cadre-là. Comment on travaille ça ? Avec des principes d'action qui sont l'écoute, évidemment, de l'ensemble des acteurs de la filière, la fédération, puisque l'objectif étant de travailler ensemble, la coopération fait partie de l'ADN même de l'économie sociale et solidaire, la facilitation des échanges, et enfin le principe de subsidiarité. Celui-là, il est un petit peu sioux, mais ça veut simplement dire que l'on accompagne les acteurs à faire, mais que l'on ne fait pas à leur place. J'ai caché mon truc. Est-ce que c'est clair ? Ouais ? Super. Les CRES, il y en a 13 en région, autant que les régions finalement, et s'ajoute à ça Mayotte, La Réunion, j'ai mon anti-sèche, Guadeloupe et la Martinique. Et toutes ces CRES sont affiliées à ESS France, une de nos missions étant de remonter les attentes et besoins du territoire qui remontent ensuite via ESS France à Paris. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous en ai déjà un peu parlé. La promotion de l'ESS, la fédération des acteurs de l'ESS, on porte la voix et on le remonte au national. On accompagne les entreprises à émerger, se développer, se pérenniser ou dans des cas de difficulté. On développe tout ce qui est formation, parce que c'est un secteur un petit peu particulier, pas toujours bien connu et qui nécessite du coup un accompagnement particulier. Dans le même sens, on diffuse de la ressource, c'est-à-dire de la documentation ou de la vidéo. Et puis, on va aider les territoires à se développer. Les adhérents, il y en a environ 69 sur les Pays de la Loire. Il y a des logos que vous voyez là qui sont des acteurs bien connus. Ils sont sous différents formats juridiques. Il y a de la coopération, de l'association, de la fondation, moins connue, l'entreprise commerciale de l'économie sociale et solidaire, et les mutuelles. Il faut savoir que le code de les structures adhérentes au code de la mutualité font partie de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas toujours connu, mais des gros acteurs comme Harmonie Mutualité, la Massif, la MGN, la Maïf, etc. font partie de l'économie sociale et solidaire. Il y a un cadre légal qui nous encadre. Donc le cadre juridique des structures a été renforcé par une loi qui est sortie le 31 juillet 2014, qui reconnaît l'existence d'entreprises commerciales de l'économie sociale et solidaire, mais aussi les CRES et leurs missions.
Dans les principes généraux, c'est quoi ce qui différencie finalement une structure d'économie sociale et solidaire d'une entreprise de ce qu'on appelle nous de droit commun? C'est déjà la recherche d'un intérêt général, qui est collectif souvent, qui est général ou collectif. Ça veut dire que du coup, on reconnaît la notion d'utilité sociale. Ce qui est proche de ce qu'on appelle aujourd'hui l'impact dans des entreprises de droit commun, mais qui n'est pas encore tout à fait la même chose, mais on s'en rapproche très fortement. Il y a une lucrativité limitée, c'est-à-dire que ce n'est pas interdit de parler d'argent, évidemment, mais les bénéfices ne sont pas redistribués à des associés, les bénéfices sont principalement réinvestis dans l'objectif, dans la finalité générale, dans cette utilité sociale, dans le but recherché par la structure. C'est clair ça? Je me suis exprimée clairement? Ça va? Et il y a une gestion démocratique. Ça veut dire qu'il y a une personne, une voix. C'est-à-dire qu'au conseil d'administration ou à l'assemblée générale, les votes ne se font pas en fonction du capital investi, mais simplement une personne, une voix. Les entreprises de l'ESS sont de différentes formes, et ça je vous l'ai déjà dit, associations, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales de l'ESS. Et si on s'intéresse à la région Pays de la Loire, on est la deuxième région française en termes de représentation de structures d'ESS. Il y a quelque chose comme un peu plus de 15 000 établissements sur la région Pays de la Loire, environ 162 000 salariés, et ça représente quand même 16% du secteur privé, pour vous donner des ordres de grandeur. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de notre conférence en parlant un petit peu de la filière textile. La carte là que vous avez sous les yeux, elle vous représente les acteurs de la filière textile, ESS, sur les Pays de la Loire. Les acteurs sont présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la confection jusque l'aval, avec par exemple, j'ai un trou de mémoire, Atoulinge, qui va faire de la confection textile en Vendée. On a quand même une concentration globale des acteurs sur l'aval de la filière, avec les recycleries, beaucoup, le tri. Alors, ici, notamment, on connaît le relais à Couëron, mais en tri, il y a d'autres acteurs, avec par exemple Apivette à Angers. Ces acteurs, ils ont une vocation sociale forte, puisque beaucoup se sont structurés avec une activité d'insertion par l'emploi. Mais il y a aussi beaucoup d'acteurs, sur ceux que vous voyez sur la carte, qui ont un projet territorial fort avec une vraie volonté du développement local. Ce sont des acteurs historiques, par exemple Emmaüs, qui a eu un développement national dans les années 80. Ce n'est pas parce que ce sont historiques qu'ils sont poussiéreux. J'entends dire par là que c'est des acteurs qui ont une vraie volonté de répondre aux attentes et besoins du territoire, avec une vraie volonté et un vrai souhait d'innovation sociale pour s'adapter à la fois au contexte qui évolue, mais aussi au contexte qui évolue et notamment aux prises de conscience écologiques et environnementales actuelles. Et comment on propose des réponses innovantes, comment on arrive à transformer la filière. Les acteurs se mobilisent vraiment dans ce sens-là. Alors, quelques chiffres clés sur la filière avant de laisser parler nos invités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Pays de la Loire, on collecte 4,2 kilos de ce qu'on appelle des TLC, c'est-à-dire des vêtements, du linge et des chaussures chez les particuliers. Ça, c'est la région Pays de la Loire. Au niveau national, on a 3,6 kg en moyenne, un peu moins. Sur ce qui est collecté, au global, il y en a 60%, 60% de ce gisement global qui est collecté par des acteurs de l'ESS. 100% du tri aujourd'hui est réalisé par des acteurs de l'ESS. Et enfin, il y en a environ 3267, c'est un environ assez précis, un peu plus de 3000 tonnes, qui sont valorisées en seconde main par des acteurs de l'ESS. Comment ça fonctionne? Juste quelques mots là-dessus. Comment ça fonctionne cette dernière brique? Il y a du réemploi qui est fait par les recycleries. Les recycleries font un premier tri et vendent ce qu'ils appellent la crème, c'est-à-dire la partie, le linge qui est
le linge ou les textiles, les chaussures qui sont vendables, qui vont trouver deuxième main. Le reste du gisement est transmis à des centres de tri. Les centres de tri, ils ont vocation, enfin ils trouvent plusieurs débouchés. Soit il y a une partie qui part pour un usage qui va être détissé et qui part pour faire du bourrage de sièges automobiles, de l'isolant pour des habitats, etc. Ça, c'est une première source de débouchés. Il y a une deuxième partie qui va aller dans des magasins de type dingue-fringue en deuxième main. Il y a une partie qui part pour de la valorisation énergétique. Le linge va être incinéré. Et puis enfin, il y a une dernière partie qui sort du coup complètement de la région. La préparation au recyclage, elle est faite avec une activité qu'on appelle le délissage. Et notamment, c'est fait chez Atout Linge en Vendée, ça c'est un exemple. Ou alors, ça peut être fait par des activités. Donc, le délissage, c'est d'enlever tout ce qui est en relief sur le linge. Et puis, sinon, il y a carrément l'activité de défilochage, comme ce qui peut être fait chez Renaissance Textile. Globalement, l'OSS porte des valeurs fortes, ça je vous l'ai dit, de coopération, c'est même son ADN. Et on va commencer par vous présenter un exemple de coopération sur les acteurs du territoire qui s'appelle la toile vertueuse. Je laisse la parole du coup à Florence de l'équipe de la CRES. Bonjour à toutes et tous. Donc la toile vertueuse, c'est une expérimentation, une dynamique collective qui a été portée par 4 pilotes, que sont donc la CRES, la Chambre des commerces et de l'industrie, le collectif Émergence, qui est un collectif d'artisans créateurs sur le territoire, et le Pays de Mortagne, qui est une collectivité basée en Vendée. Delphine parlait de coopération tout à l'heure, c'est vraiment l'ADN de ce projet-là. On est à la fois sur une dynamique de coopération et une dynamique territoriale. On a vraiment cherché à développer des circuits locaux de collecte, de tri, de réemploi et, on l'espère plus tard, de recyclage, des gisements qui sont listés sur le diagramme que vous voyez là. Cette expérimentation, elle concerne plutôt les chutes de coupe, les fins de rouleau, donc un autre gisement par rapport au TLC que mentionnait Delphine tout à l'heure. L'objectif du projet, donc, c'était à plusieurs de réussir à mettre en place ces circuits. Quand on dit coopération, ça veut dire trouver un intérêt collectif que chaque partie prenante est prête à défendre tout en contribuant aussi à ses intérêts individuels. Donc on est dans un projet qui prend du temps. Les 4 partenaires ont défini, on a défini ce qui nous tenait à cœur. Donc l'identité du projet, c'était à la fois de réussir à tester la hiérarchie des modes de traitement qui est inscrite dans le Code de l'environnement, qui vise d'abord à réduire les déchets, ensuite à réemployer, ensuite à recycler et uniquement en dernier ressort d'enfouir. Déjà ça, c'était un constat qui pour nous était important à affirmer et qui demandait de la sensibilisation auprès des acteurs. Et le deuxième point clé qui faisait corps parmi les partenaires, c'était de développer de l'activité locale sur les territoires. Les boucles qu'on a mis en place, elles visaient à mettre en relation des acteurs du territoire. Donc, ce n'est pas la création d'une structure ad hoc, c'est vraiment la mise en relation entre les acteurs existants. Il y a 8 entreprises du territoire qui ont contribué, il y a 5 acteurs du réemploi, et puis une cinquantaine d'artisans qui ont été informés des mises en vente des matières. Donc on est vraiment sur mise en relation des acteurs existants, fabricants, acteurs du réemploi, artisans, et puis on espère dans un temps futur proche le recyclage. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour cette expérimentation-là. En tout cas, on a mis en place des circuits de réemploi. Il y a 5 mises en vente qui ont été organisées les derniers mois. Et puis, on continue à consolider les partenariats pour développer la suite. Là, on est vraiment sur une expérimentation. Il y avait une dizaine de tonnes qui ont été collectées. Et l'objectif, c'est de réussir à massifier par la suite et à aller au-delà du réemploi vers le recyclage. Si vous avez des questions, on a un stand dans le hall, donc on pourra aussi en échanger après. Il y aura un temps questions-réponses à la fin de la conférence là. Du coup, merci. On va enchaîner avec Aline, si tu le veux bien, Aline Duvivier, qui est du coup directrice de la structure Patmouille, qui est une structure multi-activité et qui a en plus participé à l'expérimentation, qui va pouvoir nous en dire 2 mots. Merci, bonjour. Donc effectivement, Patmouille, je vais vous faire un petit mot de présentation juste pour que vous sachiez qui nous sommes. Donc on est une association
On est implanté à une 30aine de kilomètres d'ici, en direction de Cholet, à Valette. Et notre mission depuis 30 ans, c'est de promouvoir l'accès à l'emploi pour des personnes qui, à un moment donné, soit cumulent des difficultés sociales et professionnelles, soit font face à un accident de parcours, un accident de vie, comme ça peut arriver dans toute existence, et ont besoin d'un accompagnement pour reprendre pied dans l'emploi. Donc ça, c'est vraiment notre mission, notre vocation, c'est le fameux intérêt, la finalité d'intérêt général dont parlait Delphine tout à l'heure. Voilà, c'est le but de l'association. Maintenant, la manière de réaliser cette activité d'insertion pour nous, elle se déploie par l'activité économique elle-même. C'est-à-dire qu'on est une structure d'insertion par l'activité économique. C'est l'emploi lui-même qui va nous permettre d'accompagner des gens en emploi. Vous voyez l'idée ? On va salarier des personnes et pendant leur travail, on va les accompagner sur les problématiques sociales et professionnelles qu'elles peuvent rencontrer à ce moment-là de leur vie. Donc c'est vraiment ça notre fil rouge et notre ligne directrice. Concrètement, ça se déploie aujourd'hui autour de 3 activités, donc une blanchisserie, une écocyclerie, donc c'est une recyclerie généraliste si on peut dire, et puis une friperie. Donc je vais peut-être plus particulièrement vous parler de la friperie et de la blanchisserie, puisqu'on est en lien avec le textile. Donc à la blanchisserie d'abord, c'est notre activité historique et on intervient pour pas mal de prestataires, de clients comme prestataires d'entretien de vêtements. Et on essaie autant que possible de rester agile pour permettre de répondre à des marchés un peu sur mesure. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on nous a sollicité sur un marché de lavage de couches lavables. Bon, c'est le genre de truc dont personne ne veut trop... C'est très sympa, mais pour le faire, il faut du monde. Voilà. Et donc, on a essayé d'ajuster un petit peu nos procédures de traitement du linge pour répondre aussi au cahier des charges de la fameuse couche, hein, parce qu'on ne lave pas une couche comme on lave un bleu de travail. Et donc, on est suffisamment... comme notre but, ce n'est pas ce qui sort de notre atelier, même si ce qui sort, ça doit être absolument qualitatif, il n'y a pas de négociation là-dessus. Mais en revanche, notre but, c'est l'insertion. Notre but, c'est donc de créer des heures d'emploi à travers des activités économiques. Donc l'activité économique, on est flexible en fait. Et donc ça, c'est une agilité qui nous caractérise et à laquelle on tient. Donc la blanchisserie, les couches lavables. On travaille aussi par exemple pour une exposante ici, Seconde Sioux, qui fait des gammes de vêtements pour enfants à partir de tissus qu'elle a chinés en fait. Donc on fait un peu des vêtements d'enfants dans les rideaux de grand-mère. Eh bien, on lave les fameux rideaux de la grand-mère avant de pouvoir découper les pièces qui seront assemblées pour faire les gammes de vêtements enfants. Donc on est capable comme ça, on essaye en tout cas de pouvoir répondre à des petites choses de niche en fait, qui ne trouvent pas forcément preneur par ailleurs. Pour ce qui est de la friperie maintenant, donc c'est une activité qu'on a développée un peu au fil de l'histoire de Patmouille, parce qu'en étant blanchisserie, on a des clients qui se sont ramenés avec des sacs de linge en nous disant peut-être ça pourra servir à quelqu'un. Oui, bon, mais au fur et à mesure où on commence à collecter beaucoup de sacs, ça finit par faire une activité en soi. Et donc concrètement, on collecte, on a ce qu'on appelle un point d'apport volontaire. Donc des gens arrivent chez nous, ils ouvrent le coffre, ils sortent les sacs, et on a un comptoir de dons où on réceptionne ces sacs de linge dont les gens n'ont plus besoin à la maison, ou parce qu'ils ont vidé la maison de quelqu'un, enfin peu importe, ou parce qu'ils ont changé de taille, ou vous voyez très bien de quoi je parle, enfin tout un chacun. Et donc on collecte ce linge et on va le trier. Ce tri, il est hyper important parce que l'idée pour nous, c'est d'augmenter la durabilité du vêtement, vraiment d'augmenter la durée d'usage du vêtement. Et donc il va falloir que le vêtement il soit quand même correctement portable. Donc l'opération de tri, c'est ce qui nous prend le plus de temps dans une friperie. Et c'est ce qui aussi opère une sélection très très importante. On parlait de la crème tout à l'heure. La crème chez nous, ça représente entre 10 et 15% de ce qu'on reçoit. Donc vous voyez qu'on trie un volume de 100% pour pouvoir valoriser en réemploi en seconde main 10 à 15% du gisement. Le reste va effectivement partir en centre de tri. Et alors, en association, on a cette chance de pouvoir aussi, en tout cas à Patmouille, de compter sur un modèle économique où on a des bénévoles qui viennent prêter main forte, mettre la main à la pâte. Et donc, on sollicite nos bénévoles pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans le réemploi.
C'est-à-dire que quand il nous arrive d'avoir une super belle chemise, mais qui est toute tachée ou trouée, qu'on ne peut pas réemployer en l'état, on ne va pas pouvoir la remettre en vente, eh bien, on va pouvoir découper les boutons, par exemple, de la chemise, pour valoriser dans notre boutique un petit sachet avec les 4 boutons de la chemise. Donc on essaie de pouvoir aller plus loin dans la démarche pour limiter le déchet, qui représente, vous l'avez compris, 85% de notre gisement. Donc c'est évidemment énorme, mais après ça rentre dans d'autres filières de traitement du linge. Ce qui est important aussi à mentionner, c'est la dynamique territoriale. On fait cette activité, on la déploie en lien avec les autres acteurs du territoire, sinon ça n'a pas de sens, et au service des habitants du bassin de vie, en fait, sur lequel on se situe. Donc l'idée économique derrière ça, c'est que tout ce qui va pouvoir être réemployé avant d'être jeté dans une poubelle, eh bien, ça va économiser du traitement de déchets, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller compresser ou bien déchiqueter ou bien enfouir, incinérer un déchet, eh bien, on va lui redonner une vie. Cette seconde vie, elle va en plus générer de l'emploi, et c'est ce qui nous intéresse, nous, à Patmouille, donc générer de l'emploi, et en plus prévenir un coût écologique lié à l'allongement de la durée de vie de l'objet. Donc on est vraiment sur ce schéma-là où on est gagnant écologiquement, gagnant économiquement pour la société en termes de gestion de traitement du déchet, et puis gagnant socialement en matière d'impact sur l'emploi. Pour vous parler un petit mot sur la toile vertueuse, à laquelle, donc une expérimentation à laquelle on a participé. Donc on a pu être mis en relation grâce à la CRES et à cette expérimentation toile vertueuse avec une entreprise qui s'appelle Royal Mer, qui est en fait tout près de chez nous, donc à la Regrippière, à la limite du territoire des Mauges. Et donc d'abord, cette expérimentation, elle a eu vraiment cette vertu de la mise en relation. On connaissait Royal Mer, mais on n'avait jamais trop rien fait ensemble. Donc ça nous a permis de capter en fait des chutes de production, ou en tout cas des éléments que eux ne peuvent pas valoriser. Donc vous voyez des échantillons ici, c'est des panneaux tricotés par exemple, des panneaux tricotés, donc recto ou verso d'un pull, vous voyez avec l'élastique en bas. Pour XY raison, ils ne pouvaient pas être valorisés en vente, ils ne pouvaient pas aller plus loin dans le processus de production. Et donc on a mis ces éléments-là en vente à Patmouille. Et également des bobines de fil, par exemple, et également des fins de rouleaux. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça nous fait aller plus loin aussi, en lien avec des professionnels, là où on est vraiment habitué à bosser avec du particulier à Patmouille. Notre fonds de commerce, c'est le particulier en fait, qui nous dépose les affaires et qui va venir dans notre boutique racheter des choses. Et là, ça nous questionne sur comment on est en lien avec des professionnels de notre territoire qui font des choses complémentaires aux nôtres. Ça, c'était hyper intéressant. Ça nous a permis aussi de nous adresser à un public acheteur, de créateurs, d'artisans, qu'on voyait déjà un petit peu chez nous, mais ça nous a permis vraiment de nous adresser davantage à eux, spécifiquement. Évidemment, ça nous insère aussi dans le réemploi du matériau, donc c'est une logique, il faut bien comprendre, complètement contraire, ou en tout cas différente de celle qu'on manie au quotidien. Parce que quand on est sur une économie avec du particulier, on est sur d'une économie de détail. On n'a pas 2 pièces pareilles à Patmouille. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec 2 palettes de choses qui se ressemblent. Et en fait, c'est vraiment une nouvelle logistique pour nous, mais aussi un nouveau savoir-faire. Donc on a vraiment pu développer aussi des compétences de mise en valeur de série, plutôt que de mise en valeur de pièces au détail. Même si on est sur du détail, évidemment, mais voilà, j'espère que c'est clair ce que je vous raconte. Et puis à nouveau, toujours cette agilité d'essayer de conserver une ouverture pour pouvoir diversifier notre offre de service et poursuivre dans notre action donc, d'intérêt général l'insertion qui n'est pas le réemploi. Mais voilà, tout ça c'est quand même lié pour Patmouille en tout cas. Donc ça a été une expérimentation particulièrement positive pour nous, qu'on espère pouvoir reconduire évidemment. Merci beaucoup. Du coup, on va passer à Agathe Violin. Et alors, Agathe, elle a la particularité que vous pouvez passer la voir après dans la journée, parce qu'elle est vraiment pas très loin, quartier Wattignies. Elle va vous parler de sa structure, la troquerie, qui a... alors, ce n'est pas... c'est une structure particulière dans son modèle qui est innovant, mais vous allez découvrir. Bonjour, donc oui, moi je viens vous parler de la Troquerie, qui est une boutique de troc basée sur l'île de Nantes.
Donc, pourquoi du troc ? Déjà, sur le territoire, il y a beaucoup de friperies, de ressourceries, et moi, je voulais vraiment proposer un concept complémentaire et aussi qui aille plus loin dans les valeurs du réemploi. Et je suis partie aussi de ma propre expérience. Je m'habille en seconde main, j'ai beaucoup de vêtements, mais souvent, je me dis « Ah, j'ai rien à porter ». Alors que, si. Mais je me suis dit, ça serait trop bien d'avoir un endroit où je puisse déposer les fringues dont je me suis lassée pour en prendre de nouvelles, tout ça dans la même structure. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée. Pour créer ce projet, j'ai commencé par prendre contact avec la CRES, où j'ai exposé mon idée. Ils m'ont dit que c'était dans l'air du temps et c'était le moment de se lancer. Donc j'ai fait un parcours aux Écosolises, qui est une structure qui accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire, le parcours Popcorn, où l'idée, c'est de passer de l'idée au projet. Donc je me suis rendu compte que ça pouvait être viable, donc je me suis lancée. Le nerf de la guerre a été de trouver un local. Donc j'ai rencontré la Samoa et on a pu échanger ensemble, et grâce à eux, j'ai pu avoir une boutique et j'ai pu ouvrir en juin 2022. Donc, comment ça marche ? Les gens viennent dans la boutique avec des objets et ça déclenche des crédits pour prendre de nouvelles choses dans la boutique. Pour les échanges, c'est pas forcément un vêtement contre un vêtement. Par exemple, j'ai mis en place des gommettes de couleurs, bleu, rose, violet, vert. Plus on me ramène des trucs cool, plus on repart avec des trucs cool. Les vêtements, ces gommettes roses, on ne différencie pas la marque, on a le droit d'avoir accès aux vêtements de la même manière. Donc on m'amène un vêtement, ces gommettes roses, on peut repartir avec un autre vêtement ou tout ce qui a une gommette rose dans la boutique. Sauf que les vêtements, c'est ce qui marche le mieux dans la boutique parce que les gens en ont plein et c'est ce que les gens ont plus facilement... arrivent plus facilement à se détacher dans un premier abord. Les vêtements, ça tourne et c'est pas grave. Voilà. Donc, les échanges qui fonctionnent le mieux, c'est les vêtements, que ça soit enfant ou adulte. Pour pouvoir troquer, il faut s'abonner. Donc, il y a 3 formules, la journée, le mois ou l'année. La formule à l'année, c'est pour échanger en illimité. Voilà. La journée, c'est pour échanger 5 choses et au mois, 10 choses. Et donc là, on rentre dans une consommation assez neutre parce qu'on sort quelque chose de chez soi et on ramène quelque chose chez soi, donc niveau 0. Chaque personne qui rentre dans la boutique est sensibilisée parce que c'est pas un concept commun, donc il faut expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. On ne peut pas acheter, il faut vraiment apporter des choses pour pouvoir repartir avec de nouvelles choses. Donc la troquerie, ça permet vraiment d'agir contre la surconsommation parce que on consomme mais on se détache de choses, de sensibiliser aussi sur une nouvelle manière de consommer, de se détacher de la valeur monétaire des objets et aussi sentimentale, et aussi de donner une nouvelle vie aux vêtements ou aux objets. Dans la boutique, il y a plusieurs types de personnes qui fréquentent le lieu. Donc il y a vraiment, c'est devenu une boutique de quartier, donc il y a les gens du quartier, il y a les gens qui aiment bien consommer en seconde main, qui se questionnent sur leur façon de consommer et qui aiment bien cette façon de penser les choses. Il y a aussi ceux qui ont qui sont plus précaires entre guillemets, parce que c'est une offre qui est accessible. Mais il y aura toujours les gens qui vont rentrer dans la boutique et qui comprennent pas et qui veulent acheter, mais on peut pas acheter et c'est compliqué, mais c'est pas grave. On discute, on sensibilise. On peut pas toucher tout le monde, mais voilà, l'idée c'est d'ouvrir l'esprit sur cette manière de penser les choses. Et aussi, vraiment, l'idée c'est de penser sa garde-robe selon les saisons, les besoins, de par exemple abandonner un maillot de bain pour prendre un manteau l'hiver plutôt que de tout garder chez soi et de tout stocker. Et là, je suis à plus d'un an d'ouverture, donc c'est marrant, il y a des gens qui ont des vêtements de la troquerie ou des gens qui reconnaissent en mode « Ah, mais c'était la jupe de ma mère » ou « j'ai senti le pull, je suis sûre que c'était à toi, en fait, c'était... parce qu'on reconnaît les odeurs, donc vraiment,
les gens s'échangent, mais il y a des échanges entre les gens parce qu'on reconnaît les vêtements des autres. Et c'est une solution aussi qui est plutôt pratique pour les familles, où les enfants, ça change très vite les vêtements, les chaussures. Donc plutôt que de tout garder, tout stocker, là, faire tourner au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant. Et aussi voir d'une autre manière lorsqu'on porte des vêtements de manière plus événementielle, une soirée déguisée, un mariage, plutôt que d'acheter une tenue pour ce moment-là, là on peut prendre la tenue pour le moment précis et la ramener pour que ça tourne et qu'on ne stocke pas et on ne garde pas ces tenues qu'on mettra qu'une fois dans sa vie. En ce moment, il y a 2 robes de mariée, donc si vous voulez, c'est l'occasion là, de l'avoir en seconde main. Merci bien. Donc, c'est vrai que la troquerie, elle a cette vertu de questionner le modèle de propriété qu'on a autour du vêtement, ce qui est quand même chouette et qui fait avancer les mentalités. On va terminer par le seul homme de la table ronde, Ludovic Manceau, qui va... Alors, donc là, on retourne sur une structure d'insertion et il va vous expliquer qu'elle est aussi multi-activité et très innovante dans la manière de fonctionner aussi. Merci. Bonjour. Oui, je vais vous présenter déjà Air Initiative. Donc, nous, on est une structure basée sur le pays d'Ancenis. Et donc, nous avons 4 chantiers d'insertion. Un sur la filière de l'éco-construction, un sur la filière des espaces verts, espaces naturels, un sur un pôle mobilité, donc la gestion de flotte de vélos grand public, et donc le chantier couture. Nous avons aussi à côté une association intermédiaire et nous avons aussi développé des filiales. Donc, par rapport si tu veux faire avancer aux activités, donc nous, on salarie chaque année effectivement entre 200 et 250 personnes sur des parcours effectivement d'insertion. Il y a 25 permanents qui font fonctionner l'entreprise. Comment fonctionne effectivement l'atelier confection? Donc là, on a 2 encadrantes techniques qui sont des professionnels du métier et qui permettent effectivement d'accompagner, et là principalement 8 couturières. Alors on les appelle couturières, mais nous, comme tu l'as dit Aline, on est là pour effectivement permettre à des personnes qui sont des demandeurs d'emploi de longue durée, qui n'arrivent pas pour plusieurs raisons à retrouver un emploi. On leur propose un contrat 28 heures par semaine pendant un maximum de 2 ans et de travailler avec les personnes sur ce qu'on appelle effectivement les freins à l'emploi. Donc ça, c'est notre la partie insertion, donc c'est ce que l'on fait en interne, mais après il y a ce support effectivement d'activité sur lequel on est plutôt sur des développements de filières et de coopération dans notre fonctionnement. Et donc l'atelier là depuis 27 ans travaille sur le territoire avec quelques exemples. Donc là, on a accompagné effectivement une association qui présente un spectacle, c'est une cinécénie, il s'appelle Transmission, pour lequel on a fait des reconstitutions à l'identique de costumes allemands. Donc il y a toute une gamme de costumes qui sont faits, mais les décors sont aussi faits par un autre atelier. Et c'est un projet effectivement phare sur notre territoire qui draine chaque année effectivement 10 000 spectateurs. Et c'est un vrai partenariat qui s'est fait entre les 2 associations. On a aussi, par exemple, accompagné en 2013 la société Lilokawa. C'était une personne qui souhaitait créer son entreprise, qui était fils de torréfacteur et qui était commercial et qui s'est dit moi j'aimerais bien effectivement développer toute une gamme de produits à partir de sacs en toile de jute. Mais il s'est dit moi je veux pas du tout avoir à gérer un atelier. Et donc, il est venu nous rencontrer en disant est-ce que cette aventure, vous seriez capable de nous accompagner effectivement dans la création de l'entreprise et surtout après dans le développement de cette société.
Donc on a dit effectivement pourquoi pas Banco, parce que l'encadrante technique elle allait être capable aussi de réaliser donc tous les prototypes, tous les gabarits, la faisabilité des idées que lui pouvait avoir. Il y avait un vrai travail de fond, de fait entre donc Olivier Vaudour et puis donc Marilène, et nous ça nous permettait face à la finalité qui était effectivement de faire monter en compétences nos salariés et d'avoir une récurrence, finalement d'avoir de l'activité assez récurrente. Et donc cette société, on a été jusqu'en 2017 pour consolider le partenariat, à rentrer à l'actionnariat de cette société. Donc là, on est effectivement vraiment dans des modèles où on a beau être des structures d'insertion, on est dans l'entrepreneuriat au quotidien. Et c'est comme ça qu'on accompagne aussi d'autres types effectivement d'artisans qui souhaitent créer des gammes de produits ou autres. Donc on a l'exemple, et tu l'as cité tout à l'heure, par exemple de Second-Su, où leur concept effectivement c'est de récupérer des matières. Donc là vous avez effectivement des choses, c'est des couvertures. Donc, très vieillottes quand on les regarde, donc que personne ne voudrait réutiliser. Et à la fin, donc face à leurs idées, ça donne des gammes de produits effectivement qui sont assez bluffantes derrière. Et donc ces produits sont réalisés effectivement dans l'atelier, et ça redonne là effectivement vraiment une seconde vie par rapport à des produits qui sont très qualitatifs. Un autre exemple, effectivement, c'est le réseau Résilience qui s'est créé là, c'est pendant la pandémie, où il fallait que des ateliers soient en capacité de produire des masques. Et donc ce réseau s'est dit, est-ce qu'en associant effectivement différentes structures d'insertion, mais aussi du handicap, on ne pouvait pas être capable d'aller s'adresser à des grands comptes pour participer à la réindustrialisation de la filière textile solidaire en France. Et donc là, il y a 80 ateliers en France qui font partie de ce réseau pour essayer, là aussi, de reproduire effectivement en France. D'autres exemples par rapport à l'île Okawa aussi, parce que ça s'est diversifié avec la récupération de bâches publicitaires pour les retransformer dans toute une gamme de produits, sacoches, ordinateurs ou d'autres types de produits. Mais maintenant, il y a aussi d'autres produits. Par exemple, c'est des maillots de sport. Quand ils changent de sponsor, quand les maillots ne peuvent plus être portés ou revendus. Et donc, derrière, il y a eu l'idée d'en faire toute une gamme là, de petits sacs de sport. Donc là, on travaille avec le FC Nantes, avec différents clubs pro, où, là aussi, ça part d'une idée et qui fait une seconde vie à ces matières derrière. Donc là, ça mélange effectivement de la bâche recyclée, des sangles, des fois c'était des ceintures de judo qui étaient réutilisées, et puis bien sûr le maillot qui est mis en avant. Et donc toutes ces idées-là peuvent être réétudiées avec bien sûr l'encadrement technique, et c'est ce qui est vraiment riche et intéressant, et qui aussi pour nous participe beaucoup à la reprise de confiance et d'estime, parce que les gens travaillent aussi finalement sur des produits de qualité qui sont reconnus comme dans de vrais ateliers, comme sur nos autres chantiers, quand on fabrique des murs de maison. Là aussi ça concrétise réellement un savoir-faire avec le temps. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transition post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!